C'est votre moment. Alors, petite présentation rapide. Sharon, tu es parisienne. Tu es la fondatrice de Startup for Kids, un événement qui se tient plusieurs fois par an. Et ça permet aux enfants d'être plus créatifs. Et tu es maman de 2 filles, 15 et 17 ans. Je dis ça parce que ça compte quand même sur le CV quand on arrive à gérer un business et qu'on a des enfants. Philippine, tu n'as pas d'enfant. Non. Tu as 18 ans. Oui. Donc bon, c'est encore le temps. Je suis encore enfant. Mais tu es quand même une maman, la maman d'une start-up qui a beaucoup fait parler d'elle, qui s'appelle New School, et tu l'as fondée à 15 ans quand même. 15 ans. Voilà, alors vous allez toutes les deux nous présenter vos startups. Vous avez quoi, 6-7 minutes chacune. Et puis ensuite, toujours avec Slido, hashtag Lab Postal, on pourra entamer un dialogue, une conversation et poser vos questions à nos 2 intervenantes. Sharon, c'est à toi pour 7 minutes. Philippine, tu as des fauteuils tout à fait sympathiques, ou bien tu peux venir avec nous juste là. Ça marche, merci. Sharon, c'est à toi. Donc j'ai créé il y a 3 ans Startup for Kids. Alors je vais faire un petit retour en arrière. Moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans les nouvelles technologies, même si elles sont plus nouvelles, donc dans les télécoms et dans le jeu vidéo. Et il y a 5-6 ans, crise de la quarantaine, qu'est-ce que je fais, quel est le sens de ma vie? Et donc j'ai monté un projet qui s'appelle Scientibox. Donc c'est des coffrets scientifiques. L'idée de départ, c'était déjà ma fille, la plus petite, qui a 15 ans aujourd'hui, qui se passionnait pour la science, et je cherchais des ateliers qui fassent plein de découvertes scientifiques différentes. Je ne trouvais pas, donc je me suis dit, tiens, montons Scientibox, donc des coffrets par abonnement. Et l'autre idée, c'est de me dire comment est-ce que l'école a réussi à rendre la science aussi ennuyeuse, parce que la science, c'est la manipulation, c'est la vie, c'est plein de choses très très ludiques. Donc voilà, et c'est un projet qui a eu un beau succès d'estime, comme on dit. Et donc il y a 3 ans, j'ai fait un pivot, puisque j'avais commencé à organiser des ateliers autour de Scientibox. Et j'ai ressenti avec d'autres startups de l'éducation un gros besoin qui était qu'en fait, quand on fait un projet éducatif, il faut parler aux parents, aux enfants, aux enseignants, et que convaincre tous ces gens de la valeur de ce qu'on fait, qui est innovant, qui justement utilise des mécaniques de jeu souvent, puisqu'on est en dehors de ce système de l'éducation traditionnelle, ça avait une valeur pour les jeunes. Donc j'ai monté Startup for Kids en regroupant une trentaine de startups de l'éducation à l'époque, avec des conférences sur justement comment apprendre de façon différente, des ateliers. Donc c'est un événement très très engageant. Donc les enfants viennent, on a eu 1500 visiteurs à la première édition, qui a duré 2 jours, et les enfants venaient en atelier, soit avec leurs enseignants, soit en famille. Donc ça se passait à l'école 42. L'école 42 était très très heureuse de l'événement, moi aussi, et donc on a décidé de réitérer. 2e édition, nouveau succès, on est passé à 2500 visiteurs, et du coup j'ai décidé d'abandonner complètement le premier projet Scientibox pour me consacrer à Startup for Kids. Donc évidemment, avec le temps, le projet a légèrement évolué. Maintenant, l'idée, c'est de dire qu'on prépare les jeunes au monde de demain. Le monde évolue très très vite. Les enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui feront pour 60, 70, 80%, ça dépend des études, un métier qui n'existe pas encore. On utilise plein d'outils, de technologies qui évoluent très très vite. Donc il y a une nouvelle façon d'apprendre, de se préparer à ce monde qui fait qu'on apprend à apprendre finalement, puisque dans notre vie, on va exercer plein de métiers différents, on va utiliser plein d'outils différents. Donc on a développé des formats de hackathon, de créativité, et on a développé un format qui s'appelle Demain commence aujourd'hui pour les plutôt lycéens, les 14-20 ans, où on organise des journées thématiques pour une 60aine de jeunes,
À chaque fois, ça va être le futur de la mobilité, le futur de la santé. Et ils ont toute une journée pour inventer des produits et des métiers du futur. Donc il y a une phase d'acculturation, on va inviter des startups, des industriels, des experts du secteur à leur raconter un peu l'état de l'art en fait sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre qu'ils ont quand même une belle culture, souvent ils savent plein de choses. Donc on a cette phase et après on a une méthodologie en fait pour faire émerger la créativité chez ces jeunes. Et finalement, au bout de la journée, toutes les équipes qui ne se connaissaient pas le matin en arrivant, puisque c'est hors cadre scolaire souvent, toutes les équipes arrivent à présenter une maquette structurée avec un projet qu'ils peuvent pitcher. Et donc, ils pitchent pendant 3 minutes devant l'ensemble des participants. Donc, c'est un format qui se développe et autant du coup dans les écoles, puisque la région Île-de-France a commandé des événements, que des événements qu'on organise avec des partenaires, des sponsors, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment comment j'engage les enfants à devenir acteurs et les ados à devenir acteurs de leur futur et à les préparer au monde de demain. Je vais passer la parole à Philippine. De ton effort. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. Donc moi, effectivement, je m'appelle Philippine, j'ai 18 ans, je viens d'un petit lycée dans les Yvelines et c'est dans ce lycée que j'ai monté ma boîte. J'avais 15 ans, j'étais en classe de seconde et en fait, j'ai participé à des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise. On était début septembre, j'avais absolument aucune idée, bien que je trouvais ces cours d'entreprise absolument fantastiques et hyper innovants. Et donc, il fallait que je trouve une idée. J'en ai pas, je rentre un beau soir après une banale journée de cours chez moi, j'allume la télé comme la majorité des ados et en fait, je tombe sur un reportage de Charles. Charles, c'est un garçon qui a 9 ans. Et en fait, la journaliste disait que Charles était resté dans son bus scolaire en se rendant à l'école pendant plus de 8 heures ce jour-là. Pourquoi ? Parce que ses enseignants n'avaient pas fait l'appel en classe. Alors aujourd'hui, vous ne voyez pas forcément le lien entre un gamin qui reste toute la journée dans un bus scolaire et des enseignants qui ne font pas l'appel. En fait, Charles s'est endormi dans son bus en se rendant à l'école. Le conducteur du bus n'a pas vu qu'il y avait encore un gamin dans son véhicule. Il gare son véhicule, il vient le chercher 7 heures plus tard et il se rend compte qu'il y avait un enfant dans son car scolaire. Et en fait, dans l'école de Charles, personne ne s'était rendu compte de l'absence de l'enfant parce qu'aucun de ses enseignants n'avait fait l'appel. Et donc en fait, ce reportage a été la première pierre du projet que j'ai lancé quand j'étais en seconde. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, le reportage et ce que disait la journaliste, c'était il y a un vrai problème aujourd'hui dans l'éducation en France, et ce problème-là, c'est notamment parce que l'éducation n'est pas assez numérique. Donc moi, quand j'ai vu ce petit reportage en rentrant chez moi, je me suis dit, bon, bah, on va essayer de moderniser à nos très modestes moyens l'éducation, et on va commencer par moderniser les cahiers d'appel qui étaient à l'époque, et qui le sont encore malheureusement aujourd'hui, en papier. Et vous savez qu'un cahier d'appel, peut-être que vous avez des enfants, les cahiers d'appel en papier, les pages se déchirent, il faut aller chercher le cahier d'appel, il faut aller le ramener. Ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, ça coûte cher aussi. Et c'est surtout beaucoup de maintenance et de gestion pour l'administration de l'établissement. Donc voilà, moi je suis arrivée en seconde, dans mon cours d'économie, ma prof me dit « Qu'est-ce que tu vas monter comme mini-entreprise ?» Je dis « Je vais monter un petit cahier d'appel électronique où le prof il va sortir son portable en classe, il va ouvrir une application et clique sur « Faire l'appel », ça fait l'appel tout seul. » Elle ne m'a pas cru, forcément, parce que ça n'existait pas et parce qu'elle s'est dit que c'était un peu futuriste. Et puis quelques mois plus tard, avec des amis, on a monté ce projet-là où en fait l'enseignant sortait effectivement son portable en classe, il a appuyé sur faire l'appel et automatiquement New School, c'était le nom de mon projet, New School fait l'appel en moins de 4 secondes grâce à des petits porte-clés connectés, des beacons. Vous connaissez peut-être la technologie, c'est du Bluetooth en fait. Des petits porte-clés connectés qu'on donne aux élèves, et parce que chaque élève en a un dans son sac ou sur sa trousse, il se connecte automatiquement au téléphone de l'enseignant et automatiquement ça fait l'appel. Donc c'était le projet de base, je l'ai développé toute mon année de seconde, et puis à la fin de mon année scolaire, j'ai reçu un spam dans mes mails que j'ai ouvert, qui me proposait de participer à un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 15 ans, organisé par le groupe DigiSchool.
En fait, c'était un appel à projet, c'était une grosse blague. J'ai déposé mon projet sur ce site. Il se trouve qu'au bout de quelques jours, j'ai reçu un email me disant que j'étais lauréate du prix du public. En gros, j'avais eu le plus de votes sur mon projet et que ainsi j'accédais à la finale du concours. Donc, j'étais pas du tout préparée. Je me ramène au concours, j'ai 5 minutes pour pitcher mon projet et puis j'apprends que j'ai gagné le concours. J'ai notamment gagné le financement de mon permis de conduire que je suis en train de passer en ce moment, c'est pas gagné. Et donc voilà, et donc en fait ça a lancé mon projet. 2 mois plus tard, j'ai été repérée par les équipes d'Apple à Londres qui m'ont contactée en disant voilà Philippine, on a entendu parler de votre projet, est-ce que vous seriez disponible demain sur Londres pour venir nous en parler? Donc j'ai pas dit non et depuis on travaille toujours avec Apple. Et puis, quelques mois plus tard, on a décidé de lancer l'entreprise réellement, de la faire passer d'un projet scolaire à un projet de start-up. Apple nous a conseillé des entreprises de développeurs informatiques avec qui on travaille toujours 3 ans plus tard et qui ont développé les premières versions de notre application, avec qui on a développé nos porte-clés connectés. Et qui ont permis le premier lancement New School. Ça en est suivi ensuite une grande phase de médiatisation qui était complètement inattendue et où, en fait, qui moi, m'a permis de faire connaître New School et mon projet au grand public, et puis qui a ensuite, par conséquent, permis de casser pas mal de stéréotypes, parce qu'en fait, les premiers passages télé ou les premiers articles dans la presse que j'ai eus, c'était... Elle a 15 ans, elle est une fille, elle est encore en seconde, donc elle n'a même pas sorti du lycée, et elle crée un projet. Elle crée un projet un peu pour fliquer ses élèves, en fait, pour fliquer ses camarades. On fait l'appel en classe, et elle est en train de le lancer alors qu'elle n'est même pas sortie du lycée. Et en fait, je remarquais que tous les articles, la majorité des articles qui sortaient à ce moment-là sur moi étaient plus... C'était presque un peu du sexisme, en fait. Elle est une fille, elle est en filière littéraire, elle a encore 15 ans, et elle entreprend dans le domaine de la tech. Quand même un truc qu'on ne voit pas souvent, et c'est justement ça, j'ai réussi, par le biais de certains journalistes qui étaient très bienveillants, à retourner ce bad buzz en good buzz. Et aujourd'hui, voilà, le message que je fais passer, c'est bien sûr qu'on peut entreprendre quand on est jeune, bien sûr qu'on peut entreprendre quand on est une femme, bien sûr qu'on peut faire une filière littéraire et ne pas terminer alcoolique ou écrivain, et au contraire entrepreneur. Donc voilà, et c'est aujourd'hui que j'ai un grand honneur à être ici devant vous. Il me reste 30 secondes et je vais les laisser à Carole qui va prendre la suite. Merci beaucoup en tout cas. Venez toutes les deux. Alors, vous aussi, vous allez pouvoir poser vos questions. Il n'y a pas que nous qui avons le droit de poser des questions. Slido.com, #LabPostale, si vous avez bien tapé ça sur votre téléphone. Et vous pouvez envoyer vos questions. On va commencer avec ta question, Thierry. Ouais, non, mais parce qu'il y a un truc qui est un peu intriguant dans votre affaire, c'est que, bon, on voit bien un peu dans ce pays, dès qu'on a un problème, on crée une école. Résultat, ça foisonne. Et puis, il y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale. Ouais. Comment le système officiel, je dirais, comment l'éducation nationale a vu vos 2 initiatives? Peut-être on commence par toi, qui est la plus jeune, puisque tu en étais directement issue. Et ensuite, toi, Sharon, comment ça se passe, le rapport avec, Avec les profs. Avec les profs, avec... Même le ministère, je ne sais pas. Oui, alors nous, on a identifié 2 niveaux. Le premier niveau, c'était effectivement les profs. Approchez-vous un peu, les filles. Là. Parce que les enseignants sont nos utilisateurs, ce sont nos clients. Et ce sont eux qui nous ont envoyé les premiers retours sur notre application. En fait, ça a été au début très difficile de les toucher et de leur dire on vous donne une application qui est gratuite, qui va vous permettre de faire l'appel et de gagner du temps en classe. Et en fait, on a remarqué qu'ils voulaient le changement, donc ils voulaient un cahier d'appel électronique, mais une fois qu'ils l'avaient, ils en avaient peur. Et du coup, ils ne l'utilisaient pas. Et donc ça a été très difficile parce que notamment quand on parle de l'éducation nationale, nous, nos interlocuteurs privilégiés sont les enseignants parce qu'ils utilisent notre appli. Et en fait, vous avez tout un système de hiérarchie où en fait, quand vous voulez parler à vos enseignants, vous parlez d'abord au chef d'établissement, mais qui lui n'utilise pas votre produit. Donc il y a ce premier
souci-là. Et puis ensuite, le deuxième, c'est le ministère. Quand on était sous Najat Vallaud-Belkacem, on a été reçu au ministère par l'un de ses conseillers qui nous a dit que l'idée était très belle, mais qu'elle ne marcherait pas en France et que si on voulait faire de l'argent, il fallait partir à l'étranger. Donc, D'ailleurs, c'est tous les mecs qui sont partis du gouvernement pour aller faire du fric à l'étranger qui t'ont dit ça. Peut-être. Donc j'ai attendu le gouvernement et puis on a rencontré Jean-Michel Blanquer à plusieurs reprises où là on a été mieux reçus et on est encore suivi. Donc voilà, je pense que c'est toute une hiérarchie, c'est tout un système, mais qui est en train de se débloquer grâce aux initiatives que certaines startups peuvent lancer. Ouais. Toi aussi, Sharon, t'es macronienne comme ta petite camarade. De la première heure. Non, mais c'est vrai que c'est un système qui est un peu, j'ai envie de dire, schizophrène, parce que les enseignants qui sont les premiers touchés, Startup for Kids aussi, puisqu'on les fait venir, ils ont d'un côté cette vraie impétence, en fait. Nous, aujourd'hui, les classes, on est obligé de fermer les inscriptions alors qu'on a un événement récent, que c'est compliqué, que on est indépendant, ça se remplit très très vite par les enseignants, en fait, ils viennent massivement. Donc ils ont cette envie, cette curiosité, les profs adhèrent, et le ministère aussi, puisqu'on est soutenu par le ministère, ils viennent régulièrement, ils viennent découvrir, ils sont intervenants lors des conférences, donc il y a vraiment une impétence. Après, c'est compliqué d'abord parce que tous les enseignants ne sont pas au même niveau d'envie. Donc il faut harmoniser dans une école, au sein d'une école, d'un lycée, d'un collège, le système. Donc c'est vrai qu'il y a ce décalage entre les profs qui sont hyper partants et leurs collègues qui vont... et ça crée des tensions au sein de... Il y a deux types de schémas en fait. Il y a des schémas où les profs qui sont moteurs sur l'innovation vont justement réussir à fédérer autour d'eux et faire avancer l'ensemble de l'établissement. Il y a beaucoup d'exemples où l'établissement est heureux parce qu'il y a quelques moteurs qui font avancer tout le monde. Mais il y a aussi le schéma contraire. Il y a des profs qui vont dire à leurs collègues écoute, ça m'ennuie parce que les parents ils viennent me voir en disant que dans ta classe, vous faites des trucs super innovants et nous pas. Donc voilà, c'est le groupe, en fait, c'est l'ensemble des enseignants qui doit adhérer pour avancer. Et vous allez parler aux écoles publiques comme privées? Alors dans notre cas, on parle aux deux. On vient vous chercher même. Les privés, alors après, il y a des choses bêtes comme c'est plus simple de faire venir le privé si tu n'as pas un agrément officiel du ministère, etc. Ouais. Donc nous, quand on faisait au départ les démarches d'aller chercher les écoles sur les 2 premières éditions, on ciblait le privé parce que c'était plus facile, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, maintenant qu'on a un partenariat avec le ministère et que quand on écrit, on est en partenariat avec le ministère, la ville, la région, ils viennent beaucoup plus facilement quand même. Et donc voilà. Ok, alors ce qui est intéressant avec New School, et tu ne l'as pas dit, donc je vais compléter, c'est qu'il y a 28 heures de cours qui peuvent être dégagées. En fait, finalement, faire l'appel, c'est utile pour éviter les enfants dans le bus, mais aussi ça dégage du temps pour faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que je sais que toi, tu aimerais bien qu'on fasse d'autres choses à l'école, qu'on soit plus créatif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 28 heures d'école libérées? Alors moi, je vais récupérer plus que 28 heures. Ah oui, il faut combien? C'est surtout la façon de faire, en fait. C'est pas tant travailler en projet. L'idée, c'est d'impliquer les enfants. C'est le cœur du sujet. La gamification, les mécanismes d'apprentissage. On va retrouver plein de mécanismes de l'univers du jeu. Donc, attirer l'attention, donner des récompenses, un système de reward. C'est ça. C'est ce qu'on a instauré dans New School et c'est ce que j'ai pas dit. On a aussi un système de bons points. Quand vous étiez petit, pardon, mais vas-y. Quand vous étiez petit, vous aviez peut-être des bons points en classe parce que vous avez bien travaillé. Et quand vous aviez 10 bons points, vous aviez une image. Nous, on a voulu essayer aussi intégrer ça dans New School et c'est tout le système de la gamification dont tu parles. Ouais. Exactement, c'est hyper impliquant et donc ça s'applique même à la façon d'apprendre. Par exemple, quand je fais une dictée à l'ancienne, je fais ma dictée sur mon cahier, je fais une faute forcément. Mon prof reprend mon cahier, il va corriger la dictée. Meilleur des cas, il corrige rapidement, donc 3-4 heures après, je vais la voir. Souvent, je l'ai le lendemain, le surlendemain, etc. Ma faute d'orthographe, c'est fini, elle est ancrée. Alors que si j'ai un système qui me dit immédiatement non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'abord, c'est moins agressif parce que si c'est un outil, etc., pour l'enfant, il ne se sent pas diminué. Donc, il n'y a pas ce stress de l'erreur qui est très très fort chez les enfants en France en particulier. Donc là, c'est beaucoup plus anecdotique finalement. On va lui dire, non, regarde, écris-le comme ça, et c'est un outil passif. Donc on est dans cette mécanique de reward où l'outil va dire, bravo, tu as réussi. Donc ça permet à l'enfant d'être beaucoup plus impliqué. Ça, c'est le travail en et il faut aussi des cours plus scientifiques, comme tu disais, par rapport à ta première expérience pour toi?
C'est pas tant plus scientifique, là ça va être encore une fois, d'abord la science va être de plus en plus omniprésente dans nos vies, donc il faut que tout le monde ait au moins des bases, sans parler évidemment, tout le monde n'a pas besoin de devenir développeur, mais tout le monde a besoin de comprendre comment fonctionne une machine. Je vais avoir besoin de communiquer avec la machine, les robots, ça va être omniprésent dans ma vie. Donc, à minima, comprendre le monde qui m'entoure, c'est important. Mais travailler en projet, donc, par exemple, j'ai discuté avec un enseignant qui avait accompagné un lycée qui faisait un projet sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Au début, c'est 2 profs d'histoire géo qui sont venus le voir en lui disant on va travailler toute l'année. Il dit non, on s'en fiche en fait. Et donc ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont impliqué tout le monde. Donc le prof de SVT a fait planter aux élèves des fruits qu'on mangeait à la Première Guerre mondiale. Dans la cuisine, ils cuisinaient les légumes de la Première Guerre mondiale. En fait, tous les enseignants étaient impliqués sur un projet. Et ça, pour les enfants, c'est hyper motivant parce qu'ils comprennent, tout prend du sens en fait. Le sens, c'est quand même essentiel quand on fait quelque chose. Et donc remettre tout ça dans un contexte, finalement, ça prend du temps de préparation, mais ça fait gagner tellement de temps derrière sur la motivation des enfants et les enjeux où ils sont moteurs en fait. Alors, il y a plein de questions qui arrivent là pour vous, des questions à la fois, genre comme d'habitude, combien vous gagnez, tout ça. Et puis des questions aussi, l'autre versant des questions, c'est souvent des questions un peu genre éthiques. Alors, ça te concerne, Philippine. Qui dit beacon dit également possiblement de tracer les enfants. Est-ce que tu n'as pas peur d'une mauvaise utilisation de ce genre d'objets connectés ? Bien sûr, c'est une très bonne question. On a effectivement commencé, on a commencé il y a 3 ans, quand on a lancé le projet, avec des beacons. Et on s'est c'est un truc qu'on utilise souvent pour voyager. Exactement, pour voyager, ou quand vous rentrez dans un magasin, vous recevez une notification parce qu'il y a un beacon qui vous reconnaît. Nous, on a décidé de retourner un peu cette utilisation de traçage, où en fait, on va dire, ok, les élèves, on leur donne un outil qui va leur permettre de payer en cantine, de faire l'appel, d'emprunter des livres à la bibliothèque, de sortir et de rentrer d'un établissement, mais effectivement, et je comprends tout à fait que certaines personnes pensent que c'est du flicage. Nous, on s'est rapidement rendu compte, quand on a lancé le projet il y a 3 ans, que ça nous coûtait très cher de développer des beacons, parce qu'on voulait les faire en Suisse et pas en Chine, parce qu'on voulait qu'ils soient à la pointe de la technologie, etc. Enrichir les Suisses qui en ont bien besoin. Oui, mais du coup, c'était compliqué pour nous d'un point de vue financier, et c'est surtout compliqué pour les écoles. Nous, on ne travaille qu'avec les écoles privées pour l'instant, parce qu'elles ont plus de moyens, parce que, comme tu le disais, elles sont souvent plus ouvertes à la technologie et aux pédagogies positives en général. Et même ces écoles privées qui ont plus de moyens, aujourd'hui, ne souhaitent pas investir dans des solutions innovantes qui sont peut-être trop innovantes aujourd'hui. Donc on a arrêté la production de nos porte-clés connectés pour une simple et bonne raison que voilà, ça coûtait trop cher à tout le monde. Donc on attend un peu. On attend aussi que ça devienne, que l'innovation dans l'éducation devienne plus globale. Peut-être qu'on était un peu en avance. Donc aujourd'hui, vous pouvez toujours faire l'appel avec New School en cliquant sur les élèves de manière tout à fait automatisée et digitale. Et bien sûr, donner des bons points numériques à vos élèves. C'est le problème d'être effectivement peut-être un peu en avance ou que les choses ne bougent pas assez vite. Je pense que quand on c'est s'attaque à l'école. Bon, sinon, Sharon, comment ouvrir un chapter Startup for Kids en région ? Alors, ça veut dire en province, en fait. Ouais, loin. Alors, j'ai appris par le ministère de l'Éducation nationale qu'il ne fallait pas dire en province, mais en région, les territoires, on a le choix. Dans nos terroirs. C'est prévu, en fait, on travaille. L'idée, c'est de trouver des partenaires pour être terre à terre. On revient sur l'aspect argent. Nos événements sont gratuits, donc ils sont toujours financés par les territoires, les partenaires industriels, etc. Donc on cherche des partenaires pour développer, et il y a un lieu qui nous accueille. Donc typiquement, on essaie de le faire dans des grandes écoles. Donc on le fait à 42, on le fait à Centrale Supélec, un prochain événement, puisque comme ça, on peut s'appuyer sur les étudiants qui sont là pour nous aider, puisqu'il faut beaucoup de monde, etc. Donc pour baisser le coût de ces événements. Donc on essaie de monter un projet à Lyon, à Bordeaux, à Brest. Enfin voilà, c'est notre objectif. Ça fait des petits quand même. Ça fait des petits, on nous sollicite beaucoup. Centrale Supélec, c'est la communauté d'agglomération de Paris-Saclay qui nous a sollicité pour le faire. Donc l'idée, c'est qu'il nous faut un partenaire fort sur place, en fait. Et donc nous, on est ouvert, on souhaite activement le faire. La personne qui a posé la question peut venir te voir à la fin pour ouvrir un petit Startup for Kids quelque part. On peut faire un grand Startup for Kids partout.
On a beaucoup de bravo, les filles, girl power, tout ça. J'avais oublié de le mentionner, mais bon, c'est parce que je suis le seul mec sur cette scène. Et qu'il n'y en a que pour vous aujourd'hui, c'est insupportable. Sur le côté filles-garçons, je vais faire une petite parenthèse, si je peux me permettre, parce que là, on est 2 filles qui représentons les EdTech. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, mais les statistiques sur les EdTech, contre-intuitivement, sont les mêmes que sur les startups en général. C'est qu'il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup d'hommes qui montent des entreprises sur les EdTech. En fait. Alors justement, Philippine, est-ce que c'est pas lourd à porter, parce que tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a d'autres filles, j'imagine, qui vont dans la tech, qui doivent te voir comme un modèle. Ouais, je sais pas, non, je pense pas, mais en tout cas, Enfin, journalistiquement, apparemment, c'était intéressant. Mais... c'est ça. Je pense que ce qui a fait le buzz, c'était que j'étais une fille, 15 ans, filière littéraire, etc., et que ça ne s'était pas forcément vu dans le passé. Mais maintenant, moi, quand je vais dans des écoles donner des conférences ou quand je vais, quand je croise des gens, typiquement dans des événements comme celui-ci, dans des conférences. Effectivement, il y a des parents qui viennent me voir et qui me disent moi j'aimerais bien que votre fille elle fasse la même chose, que ma fille fasse la même chose. Ou au contraire, des parents qui me disent moi ma fille elle fait aussi des cours de mini-entreprise et elle développe sa boîte et elle adore ça. Et donc ça c'est génial. Vous avez aujourd'hui des entreprises et des associations comme Entreprendre pour apprendre, comme 100 000 entrepreneurs qui font des cours d'entrepreneuriat dans les écoles et dans lesquels des entrepreneurs viennent et interviennent en tant que conférence en fait. Et je trouve ça génial. Moi, c'est grâce à ça que je me suis découvert une passion, une vocation presque. Et il faut que ça se développe. Ouais. Alors, question un peu terre à terre. Est-ce que chacune peut détailler un peu son business model en 2 secondes? Moi, j'en ai pas, donc ça va aller vite. Non, mais bon, on est inspirant, on est créatif, mais c'est Business Odyssey, le thème général. Alors, moi, ça va être plus de 2 minutes si je prends pour répondre là-dessus. Pour essayer de le faire bref. Non, mais ouais. Bref, on a plusieurs formats. Donc, Startup for Kids, au départ, c'est une association. Donc le financement, c'est qu'on a des sponsors pour les événements ou des gens qui nous commandent des événements. Donc la région Île-de-France, par exemple, a commandé des événements, on fait des choses pour Salesforce, etc., mais en tant qu'association. Et là, on développe une société qui va, elle, continuer sur ce même format, de développer la créativité chez les jeunes. Mais du coup, si une entreprise a un besoin spécifique pour un moment, là, il n'y a pas de raison pour que ça rentre dans un format associatif. Donc nous, on va porter l'événement pour l'entreprise ou travailler en créativité avec les entreprises pour des projets pour les jeunes. Et toi, Philippine? Alors, pourquoi j'ai dit que j'avais pas de business model? Tout simplement parce que... Tu n'en as pas fait au départ? Si, j'en ai fait. T'as écouté Philippe Silberzan, il a dit il faut y aller, puis on verra ce qui se passe. Quoi. Oui, mais comme tu étais en classe d'éco, logiquement, tu en avais fait un. Il fallait en faire un, et il a tenu quelques mois. En fait, on vendait nos porte-clés connectés aux écoles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, ça nous coûtait trop cher. Aux écoles, ça leur coûtait très cher aussi. Donc, on a abandonné ça. On a décidé de mettre l'application entièrement gratuite. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien, elle est gratuite. On a de plus en plus d'utilisateurs, on a de plus en plus de données, etc. Maintenant, on attend de voir, par des partenariats avec nos bons points, par d'autres projets qu'on a par la suite, de trouver un business model. Mais c'est aussi un problème aussi dans l'éducation. C'est qu'il y a pas mal de startups, et on est plusieurs, à ne pas trouver un business model viable. Parce que c'est le domaine de l'éducation, donc parce que les écoles n'ont pas d'argent, parce qu'on n'est pas forcément poussé par le ministère, parce qu'on n'est pas mis en avant. Donc voilà, mais on croise les doigts. Aujourd'hui, vous êtes mis en avant. Il y a une question en lien avec tout ça, celle d'Hervé. Comment as-tu financé tes premières versions bêta pour ta première année? T'es allé voir les mecs de Terminal S et tu leur as dit venez filer des fric. Allez, un peu de code. Non, ça a été effectivement sur des fonds personnels et familiaux. Alors là, juste, je t'interromps. T'as pas dit la profession de tes parents. C'est ça qui est drôle. Alors, ma mère était enseignante jusqu'à ce que je l'embauche chez New School. Voilà. Et mon père, il est dans la salle et il est directeur de l'innovation dans une grande entreprise. Et c'est eux qui t'ont financé alors? Et c'est eux en partie qui m'ont financé les premières versions de l'application. J'ai fait pas mal de babysitting aussi pour aider. Pas mal. Et ensuite, on a dit que c'était trop, donc on a fait un KissKissBankBank, un financement participatif, un appel aux dons en fait, où on a récolté 60 000 €, ce qui était... C'est-à-dire que les gens y croient en fait. Ça, sur le 60 000, il y a pas mal de gens qui se disent tiens, je vais aller la voir à la fin aussi pour voir comment attraper autant. Et après, on a eu quelques prêts d'honneur de la part de réseaux d'entrepreneuriat. Mais en fait, on se rend compte que c'est jamais assez. Tant que vous n'avez pas un business model viable, mais c'est une formidable aventure en tout cas. Donc, ouais.
Ça t'a changé, toi, personnellement? Ah oui, oui, moi mais déjà, il y a 3 ans, j'aurais été incapable de venir sur scène ici. J'étais sur mon bulletin, c'était marqué Philippine est maladivement timide, donc j'étais comme ça. Et c'est depuis ta rencontre avec Emmanuel Macron que. Mais ça, non, mais je te chauffe sur Macron, mais c'est véridique. Il te connaît bien, enfin, je veux dire. Oui, il me connaît bien. Je vais pas dîner chez lui tous les 4 matins, mais oui, j'ai eu l'honneur et la grande chance de représenter la France au G20 en 2016. Et c'était à l'époque où il était encore ministre, donc on s'était rencontrés là, et puis on se rencontre lors d'autres événements en lien avec l'éducation, donc ouais, c'est très sympa. Bon, je pense qu'on peut applaudir Philippine très fort, et également Sharon. Merci à toutes les deux. Merci. Bon développement pour vos 2 initiatives, et vraiment, il y a beaucoup de chemin à faire pour faire changer l'école, donc bravo en tout cas de vous y attaquer, c'est hyper courageux. Le prochain Startup for Kids? La prochaine grosse édition, c'est à Centrale Supélec, le 26, 27, 28 mai. Et c'est pour quel âge? Alors, ça va être de 6 ans à 20 ans, parce qu'on propose plein de formats différents pendant l'événement. Voilà, et tout de suite, on va accueillir Guy-Philippe Goldstein. Merci les filles. Merci.